Merci, merci. Donc moi, je m'appelle Thomas Girard, je travaille à Quincy. Je sais pas où est le... Voilà. Alors, je vais vous parler des nerfs cutanés sensitifs. Donc, le sujet a déjà été largement évoqué ce matin, surtout pendant toute la matinée. Nous, à Quincy, on les appelle les petits nerfs à la con. Donc, c'est pour ça que j'ai repris ce titre-là. C'est un petit clin d'œil. Alors, je vais juste fixer une petite définition au départ. On parle d'ALR anesthésique et d'ALR analgésique. Donc, anesthésique, c'est quand on va faire uniquement le bloc qui va suffire à la chirurgie, alors que l'ALR analgésique, c'est quand on va faire le bloc à visée analgésique qui va être associé avec soit une anesthésie générale, soit une rachianesthésie, soit encore une autre ALR située à un autre endroit. Donc, je vais en parler plusieurs fois pendant le topo. J'ai des conflits d'intérêt avec Bibrone pour les aiguilles et avec General Electric pour les échographes. Alors, on représente souvent l'innervation cutanée en fonction des dermatomes liés aux racines. Donc ça, c'est ces différents traits noirs qu'on voit ici. Mais plus rarement, finalement, les innervations cutanées liées aux nerfs périphériques. Donc là, toutes les couleurs différentes que vous voyez ici, ce sont les différents nerfs dont on va parler. Alors évidemment, on pourrait l'évoquer les uns derrière les autres, et ça serait un énorme catalogue qui durerait plus d'une journée à présenter. Il faut savoir qu'il y a d'énormes zones de recouvrement entre ces différents nerfs. On va juste cibler notre propos sur quelques-uns de ces nerfs. Puis ensuite, j'essaierai de vous parler des caractéristiques communes de ces nerfs qui peuvent être intéressantes pour nous anesthésistes. Donc on va voir déjà le nerf supraclaviculaire qui est un nerf très important pour la chirurgie de l'épaule et pour la chirurgie de la clavicule. On va parler du nerf cutané postérieur de cuisse qui est important pour la chirurgie de la face postérieure et, comme on l'a déjà évoqué ce matin, pour la chirurgie du tendon d'Achille. On va parler du nerf cutané antérieur de cuisse. Voilà, donc c'est les trois principaux nerfs dont on va voir un petit peu d'imagerie. Alors, pour commencer, le nerf supraclaviculaire, donc qui est issu des racines C3, C4 du plexus cervical. Donc, je vous ai représenté, j'ai mis une image du plexus cervical qui est pour moi une vraie jungle. Donc, ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est ce nerf qui part donc de C3, C4 et qui se divise rapidement. Il chemine à la face postérieure du muscle sternocléidomastoïdien. Donc, il va descendre à la face postérieure. Il va contourner par l'arrière. Donc, c'est le classique point de Herbe. Et ensuite, il va se diviser en le plus souvent 3 branches, une branche latérale, une branche intermédiaire et une branche médiale. Et donc on va essayer de le bloquer à un niveau assez haut, donc à son émergence derrière le sternocléidomastoïdien, puisque c'est vrai qu'après il y a énormément de variations anatomiques et ça va être plus compliqué d'avoir les différentes branches. Donc on va essayer de cibler cette zone. À l'échographie, donc on a sur le côté gauche de l'écran la partie antérieure et sur la partie droite la partie postérieure. On connaît les structures dont on a déjà abordé ce matin, donc je vais aller plutôt rapidement. Donc le muscle sternocléidomastoïdien, le muscle scalène. Juste en arrière du muscle scalène, on peut voir le défilé interscalénique. Et en superficie du scalène antérieur, on a le nerf supraclaviculaire. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'on l'a juste au moment où il se divise en 3 branches. Donc là, on voit les 3 branches qui commencent à se diviser. Et donc, c'est l'endroit idéal où on peut le bloquer. Une petite vidéo pour compléter. Alors là juste, excusez-moi, mais j'ai inversé l'ordre. Donc cette fois-ci, le postérieur est à gauche et l'antérieur est à droite. Et donc on va faire un mouvement vertical avec la sonde qui va de haut en bas. Donc on va voir donc là en jaune, on voit le nerf supraclaviculaire qui va se déplacer à mesure qu'on descend la sonde, qui va se positionné à la face postérieure du sternocléidomastoïdien. Et donc, c'est à cet endroit qu'on va pouvoir le bloquer facilement. C'est un bloc qui est très facile à réaliser. Là, on est à 0,5 cm de la superficie. Et donc, il est fondamental pour la chirurgie de l'épaule et pour la chirurgie de la clavicule. Deuxième nerf abordé, le nerf cutané postérieur de la cuisse, qui provient du plexus sacré, qui part du plexus sacré pas très loin du sciatique, qui chemine plutôt médial et un petit peu postérieur par rapport au sciatique. Alors, il faut savoir qu'il y a un fascia qui sépare les deux. Donc même quand on réalise un bloc par voie transglutéale, on a souvent, on n'a pas systématiquement un bloc du nerf cutané postérieur de cuisse quand on fait un bloc du nerf ischiatique. Ensuite, le nerf sciatique va passer
en antérieur par rapport au muscle ischio-jambier, alors que le nerf cutané postérieur de cuisse va rester en superficie, donc à la face postérieure des muscles ischio-jambiers, et on va pouvoir le retrouver assez facilement en superficie aussi dans cette zone-là. En fait, il chemine le plus souvent, surtout à la partie moyenne de la cuisse, entre le chef-long du biceps fémoral et le muscle semi-tendineux. Et donc, à l'échographie, on va pouvoir le voir assez facilement à ce niveau-là, donc à mi-cuisse. Donc là, sur cette échographie, on voit en latéral, donc latéral à droite, pardon, médial à gauche. On a donc les muscles dont on a parlé, donc le chef-long du muscle biceps fémoral sur la droite et le muscle semi-tendineux sur la gauche. Les deux sont recouverts par le fascia lata. Et dans la petite vallée au milieu, dans la grande majorité des cas, on trouve très facilement ce nerf qu'on peut suivre sur la hauteur de la cuisse et qu'il est très aisé de bloquer à cet endroit-là. Donc je rappelle, il est très important de le boucler pour toute la chirurgie de la face postérieure de la cuisse et qui peut descendre jusqu'au tendon d'Achille. Donc une petite vidéo pareil pour voir un petit peu plus en dynamique ce nerf que vous voyez, on le voit très facilement. Quand on remonte, en fait, il va avoir tendance à s'aplatir et souvent à passer, à se positionner plus devant le chef-long du biceps fémoral. Troisième nerf dont on parle, le nerf cutané antérieur de cuisse. Donc là, c'est assez compliqué au niveau anatomique. Donc j'espère que je vais pas dire trop de bêtises et je pense que Mathias pourra me corriger si j'en dis. Donc c'est un nerf qui part très rapidement du nerf fémoral. Donc en général quelques centimètres en dessous de l'endroit où on fait le bloc fémoral habituellement au creux de l'aine. Et en fait, il va rapidement se diviser en deux nerfs. Qui eux-mêmes peuvent se diviser en plusieurs rameaux à chaque fois, donc ça devient assez compliqué. Donc il y a classiquement une branche médiale et une branche intermédiaire. Donc la branche intermédiaire va traverser le muscle sartorius pour venir se positionner vraiment en face antérieure de cuisse, alors que la branche médiale va rester en médial du sartorius. Et en fait, ce sont des nerfs importants pour l'innervation de la zone d'incision de la prothèse totale de genou, donc il peut y avoir un intérêt à les bloquer. Il y a pas mal d'études en cours, pour l'instant il y a peu de données dans la littérature, mais il est probablement très intéressant de couvrir la cicatrice lorsqu'on réalise une prothèse totale de genou. Alors, quand on regarde à l'échographie, donc là on se met à l'apex du triangle fémoral dont on a parlé tout à l'heure. Donc on voit les différents repères musculaires. Donc toujours à droite on a le latéral, à gauche le médial. On a le muscle sartorius qu'on voit très facilement avec le muscle long adducteur. Donc là, on est en gros à l'intersection entre le bord médial du muscle sartorius et le bord médial du muscle long adducteur. Donc on est vraiment au sommet du triangle fémoral. Le tout est recouvert par le fascia lata. Et on peut donc en profondeur, on a l'artère fémorale superficielle et le nerf saphène, mais c'est pas notre sujet pour l'instant. Et en superficie, on a donc des petits rameaux nerveux. Alors bon, là j'ai mis la branche médiale, la branche intermédiaire. Peut-être c'est faux et peut-être c'est peut-être la branche médiale qui s'est divisée ou la branche intermédiaire qui s'est divisée. Donc c'est toujours difficile de vraiment les définir. Mais en tout cas, on voit très souvent, même systématiquement, quand on fait ce type de bloc, ces nerfs qui cheminent vraiment en face superficielle du sartorius, et il peut être intéressant, en sortant son aiguille après avoir réalisé le bloc du nerf saphène, de venir injecter en superficie pour pouvoir les bloquer facilement. Une petite vidéo. Donc là, on part de beaucoup plus haut, juste à quelques centimètres sous le pli inguinal. Donc on reconnaît le muscle sartorius et en superficie déjà ces petites branches qui sont déjà parties en avant. Et donc on va pouvoir les suivre le long du muscle sartorius. Donc ces branches descendent. On voit probablement la branche intermédiaire qui va partir en latéral pour se positionner à la face latérale du sartorius. Donc on peut les bloquer à cet endroit-là. Donc ça, c'était un petit topo sur les différents nerfs, un petit focus sur ces nerfs qui sont très intéressants à bloquer en pratique clinique. Et là, je vais, dans cette seconde partie, essayer de dresser les caractéristiques communes des nerfs, en général des nerfs cutanés sensitifs, parce qu'en fait, on s'y intéressait pas beaucoup jusqu'à présent. On s'y intéresse surtout quand on fait des blocs anesthésiques, puisqu'on ne veut pas que le patient ait mal à l'incision cutanée. Mais c'est vrai que quand on parle d'analgésie, finalement, ils sont plutôt secondaires et on les a probablement moins étudiés. Alors, ce sont des petits nerfs. Ils ont des fortes variations anatomiques.
tous ces points, on va y revenir après. Ils innervent surtout la peau, comme leur nom l'indique, et ils sont très vulnérables au traumatisme. Alors déjà, ce sont des petits nerfs. Quand on prend le nerf sciatique qui fait entre 15 et 20 mm de diamètre, ces petits nerfs, eux, mesurent moins de 2 mm de diamètre. Donc évidemment, ils sont plus difficiles à voir. Avant, on ne pouvait pas les voir en échographie. Du coup, on a décrit pas mal d'injections sous-cutanées, de traçantes. Je pense par exemple à la barrette postérieure qu'on faisait lors du bloc axillaire pour couvrir l'intercossobrachial notamment. Mais maintenant, grâce au progrès de l'échographie, on peut les voir. Donc là, on a une échographie au niveau de l'avant-bras, au niveau de la face latérale de l'avant-bras, où on reconnaît donc le muscle brachio-radial et l'artère radiale qui chemine en dessous. Donc on voit en fait plusieurs nerfs sur cette coupe. On voit en profondeur du muscle brachio-radial, on voit la branche superficielle du nerf radial qui a un aspect de nid d'abeille classiquement décrit pour les nerfs. Et en superficie, on voit des petites branches. Alors je vais enlever les commentaires. Donc on voit des petites branches qui passent. Alors en fait, ils sont trop petits pour avoir cette image en nid d'abeille. Et en fait, souvent, ce sont juste des petites taches hyper échogènes, donc plutôt difficiles à voir. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec l'échographie, on peut les voir et on peut les bloquer si besoin. Voilà, donc avec des sondes entre 15 et 20 MHz, voire plus maintenant, vu qu'il y a des progrès à ce niveau-là. Donc ce sont des petits nerfs et qui ont des fortes variations anatomiques. Alors là, pour revenir sur le nerf supraclaviculaire, donc il y a beaucoup de variations dans les trajets. Cette étude publiée en 2007 montre sur une dissection de 56 cadavres des variants qui pourraient être responsables de douleurs post-opératoires, de zones de compression des nerfs. Donc on voit par exemple, dans certains cas, ces nerfs peuvent passer à travers la clavicule. Dans d'autres cas, ils passent à travers le muscle trapèze. Il y a des canaux fibreux qui existent. Il y a des arches tendineuses qui existent. Et à chaque fois, ces sites peuvent être des sièges de compression et de lésions de ces nerfs qui pourraient expliquer des douleurs chroniques liées à l'anatomie. Une autre étude sur un sujet assez proche, c'est une étude sur des volontaires sains, une étude échographique qui compte en fait le nombre de branches principales du nerf. Et en fait, on a la disposition classique avec 3 branches dans seulement 60% des cas. Et il peut y avoir 2 branches, il peut y avoir 4 branches de manière assez fréquente. Donc de fortes variations qui rendent compliqués notamment les blocs à l'aveugle et qui renforcent encore plus l'intérêt de l'échographie. Il y a des variations également sur le territoire d'innervation. Donc on a vu qu'il y avait des variations dans le trajet. Il y a des variations dans le territoire d'innervation. Donc là, c'est la classique description de l'innervation cutanée du nerf cutané postérieur de cuisse. Donc là, c'est les données d'une nétère. Mais il y a une étude très intéressante qui est publiée en 2020 qui montre qu'en fait, cette innervation est fausse dans la majorité des cas puisqu'elle représente que 10% des cas et dans 45% des cas le nerf cutané postérieur de cuisse va de manière proche du tendon d'Achille, ce qui explique des échecs qu'on a pu constater lorsqu'on ne bloquait pas ce nerf dans la chirurgie notamment du tendon d'Achille. Je crois que dans l'étude, ils retrouvent 13% des cas, le nerf touche le tendon d'Achille, est vraiment en étroite proximité du tendon d'Achille. Une autre variation qui est certainement plus connue parce que l'étude est plus ancienne, Mathias en a parlé ce matin, c'est les variations du nerf saphène. Donc classiquement, le nerf saphène s'arrête au niveau de la malléole interne, mais en fait, cette étude montre qu'en fait, il y a une innervation qui est bien plus distale. Et donc là, en bleu est représentée l'incision de l'ostéotomie pour la lux valgus. Et donc on se rend compte que dans 3% des cas, le nerf saphène va recouvrir au moins partiellement cette zone d'incision. Et donc il est important de vérifier que le saphène n'atteint pas cette zone et éventuellement faire des compléments pour l'intervention chirurgicale. On parle de nerfs cutanés sensitifs, donc on se dit ils innervent la peau, mais en vrai,
il y a des innervations qui sont plus profondes. Donc, par exemple, le nerf supraclaviculaire, en fait, on se rend compte qu'il innerve une partie tout à fait significative de la clavicule. Donc, il va y avoir un intérêt de le bloquer pour la chirurgie de la clavicule. Je reprends pas tous les exemples parce que ça va être trop long, mais par exemple, le nerf saphène, il innerve de manière constante le périos du tibia distal et une partie de l'articulation de la cheville. Donc, c'est des notions importantes à connaître et ce n'est pas exclusivement un nerf cutané. Notamment, cette étude le montre, puisque c'est une étude qui évalue 18 patients opérés de chirurgie de cheville sous anesthésie générale. D'un côté, ils font un bloc du nerf sciatique poplité à visée analgésique, plus un saphène, plus un bloc du nerf saphène, et dans l'autre, ils font un bloc sciatique plus un placebo. Et en fait, on constate que l'analgésie post-opératoire est bien meilleure dans le groupe qui a eu le bloc saphène. Renforçant ainsi l'idée que ce bloc du nerf saphène peut aussi avoir une action analgésique post-opératoire. Également un intérêt pour le garrot, pareil, une étude qu'on a déjà citée ce matin, une étude qui évalue le bloc du nerf intercostobrachial et cutané médial du bras, soit qui est fait par une barrette postérieure à l'aveugle, soit qui est fait par échographie, et on constate que déjà quand on fait une barrette postérieure, ça marche pas bien, ça marche pas dans 80% des cas, alors qu'on a un succès dans 88% des cas quand on le bloque sous échographie. Et l'information intéressante dans le topo, c'est qu'on a des patients qui sont plus confortables pour le garrot. Donc, de bloquer le nerf intercostobrachial et le cutané médial du bras améliore la qualité du bloc anesthésique, notamment pour le garrot. Alors, dernier point, ce sont des nerfs qui sont donc sous la peau et très sensibles au traumatisme. Notamment traumatisme chirurgical. Donc une étude qui répertorie les différents blocs du nerf cutané antérieur de cuisse sur une période de 2 ans. Ils avaient 12 patients qui avaient des douleurs qui étaient liées à la neuropathie de ce nerf. Et en fait, on se rend compte dans 11 cas sur 12, je ne vais pas détailler, mais que c'était des causes chirurgicales. Donc peut-être qu'il y a un intérêt à les préserver, une étude de chirurgie également qui essaie de préserver le muscle, le nerf supraclaviculaire. Donc classiquement, dans 55% des cas, on a une lésion des nerfs supraclaviculaires quand on fait une chirurgie, une ostéosynthèse de la clavicule. Et donc là, ils ont essayé d'adopter une technique de préservation de ces nerfs. Alors c'est une étude rétrospective, donc il n'y a pas un fort niveau de preuve. Mais en fait, ils ont évalué 2 stratégies, une stratégie classique et une stratégie où l'ostéosynthèse a été réalisée en essayant d'épargner ces nerfs supraclaviculaires. Et on constate à 16 mois que dans le premier groupe de l'abord classique, il y avait 86% de paresthésie, alors qu'il n'y en avait que 35% dans le groupe où ils faisaient attention aux différents nerfs. Pour conclure, donc, ces petits nerfs ne sont pas si insignifiants que ça. Alors, ils sont visibles à l'échographie. Ils présentent des fortes variations anatomiques, mais vu qu'on peut les voir à l'échographie, ça nous aide beaucoup. Ils innervent la peau, mais pas que la peau. Ils peuvent innerver des structures plus profondes, et du coup, ils peuvent avoir éventuellement un intérêt analgésique, et ils peuvent aussi avoir un intérêt pour la tolérance du garrot. Et enfin, ils sont très vulnérables au traumatisme. Ils peuvent être responsables de douleurs chroniques. Et peut-être que si on faisait vraiment attention, pendant la chirurgie, si le chirurgien faisait plus attention, ou même nous, par exemple, pour les ponctions veineuses, on pourrait avoir moins de douleurs liées au traumatisme de ces nerfs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'est vrai que spontanément, on n'est pas forcément habitué à connaître l'anatomie de ces différentes branches, et pourtant, on se rend compte que c'est de plus en plus important. D'autant qu'aujourd'hui, on a du matériel qui nous permet de les repérer. Eric parlait ce matin du début de l'échographie. Les machines qu'on avait, on avait déjà du mal à repérer le nerf sciatique, qui pourtant est un des plus gros. Donc c'est vrai que c'était illusoire d'imaginer pouvoir repérer ces structures superficielles. Aujourd'hui, c'est possible techniquement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à les repérer. Ça peut avoir des indications en termes de prise en charge analgésique.
Mais également, ça peut, et tu l'as bien souligné, que ce soit par le chirurgien, mais aussi nous, lorsqu'on passe la peau et qu'on va aller chercher un nerf qui est un peu plus profond, on peut être responsable de lésions. Et il faut savoir que ces lésions peuvent embêter grandement la vie des patients par la suite. C'est extrêmement désagréable et on a tous des histoires de patients qui vous racontent que ils ont un territoire où ils ne sentent plus ou éventuellement c'est des picotements permanents. Et finalement, c'est un peu dommage de faire des blocs à visée analgésique alors qu'on est responsable de lésions qui vont perdurer pendant plusieurs mois. Est-ce que vous avez des questions? On a le temps peut-être pour une ou deux questions dans l'assistance. Je vois pas trop. Est-ce qu'on peut allumer un peu l'auditoire, s'il vous plaît, parce que ça nous aiderait. Oui, Xavier, prends le micro, va, s'il te plaît. Attends. Oui, c'est peut-être une question un peu naïve. Quand tu as montré la diapo sur le bloc supra, on voit qu'il émerge à la partie arrière du sternocléido. Et en fait, c'est tout près quand même, quelque part, de l'endroit où on va mettre l'anesthésique locale quand on fait un bloc interscalénique. Donc quand on fait un bloc interscalénique, est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on ne l'a pas? En fait, c'est ça ma question, basiquement. Ouais, ou est-ce qu'il faut que je le rajoute si je veux faire une chirurgie de la clavicule? On en parlait ce matin. A priori, si on met des gros volumes, donc en fait, on va faire ce bloc surtout quand on va faire une chirurgie réveillée de l'épaule. Du coup, on va mettre des volumes assez importants d'anesthésiques locaux pour le bloc interscalénique. Nous, on fait quand même systématiquement le bloc du nerf supraclaviculaire parce que il y a peut-être qu'un certain nombre de patients qui vont avoir une diffusion vers ce nerf. On est quand même à quelques centimètres. Donc est-ce que c'est et il y a un fascia qui est relativement imperméable, mais il peut y avoir des passages entre les deux. Donc nous on a pris le parti de faire les deux injections et probablement que ça doit marcher dans un grand nombre de cas simplement avec le bis. Ça doit marcher dans un grand nombre de cas simplement avec le bis, mais peut-être dans 10-20% des cas, il faut en plus ce bloc du nerf supraclaviculaire. Du coup, nous, on le fait de manière systématique. Okay. Gros volume, c'est quoi pour toi? Parce qu'aujourd'hui, on met à peu près, je sais pas, entre 5 et 10 sur un interscalénique. Ça, c'est un petit volume ou c'est un volume? Non, nous, c'est vrai que sur la chirurgie Awake, on fait plutôt 15-20 millilitres. Donc des beaux volumes. Certainement, si on attendait longtemps, on pourrait avoir dans un nombre non négligeable de cas, avoir aussi un bloc du nerf supraclaviculaire. Merci. Parfait, merci beaucoup. On va essayer de respecter le timing et enchaîner.